Alors, au moment où nous enregistrons cette émission, ça fait un peu plus d'un an et un jour que la guerre en Palestine a commencé, et ce feu de mort et d'acier commence à embraser toute la région. Un an, c'est long, c'est très long, quand on ne se sent pas légitime pour dénoncer une agression. En fait, quand on a peur d'être jugé, d'être étiqueté, parce que j'ai eu peur de me retrouver assigné à un rôle auquel je n'adhère pas. Une place qui s'oppose à mes convictions et une image qui m'empêcherait de militer pour l'intégration et contre les discriminations qui sont au cœur de l'activité du CVIC. C'est pourquoi j'ai eu peur d'être qualifié d'antisémite. J'ai craint d'être déconsidéré dans mes combats contre la haine et toutes les formes de discrimination, au sommet de laquelle je mets la haine des autres à cause de leur religion ou de leur colorimétrie. Toutes les formes d'apartheid, de racisme, d'islamophobie ou d'antisémitisme doivent être radicalement dénoncées et rejetées dans les décharges des pires doctrines humaines. Je sais que chacune des formes de stigmatisation que j'ai énoncées a ses propres particularités. Toutes ces idéologies mortifères ont leur propre histoire. La déportation dans le commerce triangulaire, l'ostracisme contre les musulmans dans de nombreux coins du monde, ainsi que la diabolisation continuelle des juifs depuis leur diaspora ont à chaque fois abouti à des agressions, des meurtres, des massacres et des génocides. Apparemment, le mépris est la source de ces haines qui font couler le sang, qui broient des vies et qui livrent des populations au désespoir dans les décombres de leur foyer. Certains pourront se reconstruire, trouver une voie au milieu des gravats, d'autres pourront se relever au milieu des ruines et perdurer envers et contre tout, et d'autres encore céderont à la colère, à la rage, et transmettront la haine en héritage à travers les générations. Cette folie engendrée par la violence, toutes ces guerres dont les victoires s'effacent sous les sédiments de l'histoire, celles qui ont défait les civilisations dans les bourbiers lourds de la rancœur dont on a oublié les origines, mais jamais négligé la constance. Une rancœur qu'on agite, une morgue qu'on utilise pour donner à penser qu'un meurtre est légitime. On agresse pour ne pas se faire agresser. Est-ce que c'est juste de la légitime défense ou le fruit d'une peur motivée? Il me semble qu'aucune guerre ne s'est faite ni par amour des siens, de son peuple ou de ses coreligionnaires. On n'envoie pas les gens que l'on aime au devant des plus grands dangers. On ne les expose pas au feu ennemi, un être humain qui envoie d'autres au devant de la mort, autant celle à laquelle les personnes s'exposent que celle que ces personnes provoquent, n'aime pas son peuple, mais il le soumet, il le rend coupable. Un tel être humain n'est subjugué que par son propre pouvoir et ne désire que son omnipotence. Clausewitz disait que la guerre n'est rien d'autre que la continuation de la politique par d'autres moyens. C'était peut-être vrai à l'époque des rois et des empereurs, des léviathans obsiens de leur propre nation. Cependant, à notre époque, comment pouvons-nous entrer dans l'ère de la démocratie si nous sommes dirigés par des gouvernants qui ne conçoivent l'exercice du pouvoir qu'avec la possibilité de soumettre les peuples et celle d'écraser ses ennemis? Les ennemis et les peuples sont si souvent les victimes d'un pouvoir politique qui ne paye pas les conséquences de ses erreurs. Ces factures sont réglées en horreur par les citoyennes et les citoyens, en horreur bien réelle et bien fort cruelle. Il n'y a qu'un seul vrai moyen de vivre en paix, c'est de faire la paix avec les autres d'abord, mais avant tout avec soi-même, de considérer l'autre comme son égal, et si cet autre est mis à terre, lui tendre la main pour qu'il ou elle puisse se relever, soigner ses blessures et avancer, et ce même s'il faut toute une vie pour se relever et se reconstruire. Même si avec notre invité M. Shemer Kunz, nous allons parler de cette guerre en Palestine, une guerre qui enflamme aujourd'hui le Liban, ne doutez pas que nous allons articuler des mots de paix. Bonjour monsieur, avant de vous présenter quelques mots sur les propos que je viens de tenir. Bonjour, bonjour. Oui, c'est des belles propos. Moi, je voudrais juste ajouter, quand on parle de la Palestine, en particulièrement, c'est une guerre coloniale. Donc, effectivement, ce que vous racontez, c'est juste, c'est vrai. Il faut juste rajouter que c'est le contexte colonial qui est important Mhm. et quand on parle de la question palestinienne. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, donc, je m'appelle Yoav Shemer-Koun. Je suis chercheur en sciences politiques, attaché à l'université de Strasbourg, et aussi j'enseigne aussi à l'université de Syracuse à Strasbourg. Et je suis expert de l'Union européenne
la construction européenne, et également de la Palestine, Israël-Palestine. Et je suis originaire de Jérusalem, où j'ai grandi dans la société israélienne. Et j'habite en France depuis 20 ans, plus ou moins, installé à Strasbourg. Et voilà, enchanté. Juste un petit détail, l'université de Syracuse, j'en avais jamais entendu parler. C'est quoi exactement? C'est une université américaine qui est basée dans l'État de New York, aux États-Unis. Mais ils ont un programme d'études. Ils ont un bureau de liaison à Strasbourg. Donc, c'est dans ce cadre que je donne un cours sur les droits humains européens. D'accord. Alors, actuellement, quelle est, selon vous, la situation politique de l'État d'Israël? La situation politique? Oui. L'État d'Israël, à ce moment, c'est accélération de l'annexion. On est dans une phase assez folle de cette colonisation et du projet sioniste en général, une phase génocidaire qu'on n'a jamais vue dans le passé. Donc ça, c'est quand même une nouveauté. Accélération de la colonisation en Cisjordanie, une fuite en avant dans la bande de Gaza avec le génocide et le nettoyage ethnique du nord de la bande de Gaza, et en vue de construire des colonies israéliennes dans cette zone, et des attaques un peu dans le Moyen-Orient, en Iran, au Liban, en Syrie, qui est maintenant complètement déstabilisée. Et donc, nous sommes dans une phase assez folle de gouvernement qui est de l'extrême droite. La mainmise, l'extrême droite, quand même, maintenant contrôle les appareils d'État comme la police et pas mal de l'armée. Une bonne partie de l'armée israélienne est maintenant dans les mains de l'extrême droite. Donc, il semble que l'opposition beaucoup affaiblie. Et suite au 7 octobre 2023, et l'année qui a coulé, et là nous sommes devant en gros tout le possible vu le contexte international avec Donald Trump dans la Maison Blanche. Nous avons quand même quelques années de tout le possible, je pense, au niveau de cet État. D'accord. Je vous avais déjà entendu en intervention, et puis vous souteniez que Israël, c'est pas forcément une démocratie. Enfin, ça n'a pas forcément un fonctionnement démocratique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est plutôt forcément pas une démocratie, Israël. D'accord. Parce que dans une démocratie, il y a quelques règles de base, vraiment de base. Et là, Israël ne respecte pas les règles de base comme le droit de vote. Parce que depuis maintenant 57 ans, Israël occupe un autre peuple, le peuple palestinien, et les habitants de la Cisjordanie, qui sont quand même 3 millions, et je pense les chiffres, et puis de Gaza, qui sont en tout cas à ce moment-là à peu près 2 millions, un peu plus, ils n'ont pas le droit de vote, alors que c'est Israël qui gouverne ces territoires. Là, c'est déjà un bon point de non-démocratie. En plus que dans ce régime d'apartheid, depuis le début, il y a une discrimination sur la base raciale et entre juifs et non-juifs. Donc il y a quelques dizaines de lois qui gèrent la vie des gens et qui est basée sur l'appartenance ethnique, juive ou pas juive. Donc ça, je considère pas que c'est une démocratie s'il n'y a pas l'égalité des droits entre les gens, même les citoyens. Donc déjà les sujets et l'occupation militaire illégale en Cisjordanie et Gaza, et il y a encore une inégalité institutionnelle à l'intérieur de l'État d'Israël même, entre citoyens israéliens, juifs et non-juifs. Donc l'illusion que c'est une démocratie libérale, etc., c'est vrai pour les juifs. Entre juifs, c'est une démocratie, mais c'est pas une démocratie si on compte réellement tout le monde. Et c'est mon cas, moi je compte tout le monde, donc je trouve pas que c'est une démocratie. D'accord. Donc quelles sont les raisons qui font que vous vous opposez à la politique actuelle de l'État d'Israël? Vous pouvez répéter la question, j'ai pas compris. Oui. Quelles sont les raisons qui font que vous vous opposez à la politique actuelle de l'État d'Israël? Ah, les raisons.
à la Bon. base, c'est le droit international. Mhm. C'est mon boussole. Moi, je suis pour le respect du droit international. Je pense qu'il y a beaucoup de Français, beaucoup d'Européens qui sont dans la même perspective, le respect du droit international. Et Israël bafoue le droit international d'une manière absolument incroyable et de plus en plus. Donc, la Convention de Genève de 1949, l'interdiction d'installer des colonies dans les zones occupées par la force, Mhm. c'est des règles de base de la suite de la Deuxième Guerre mondiale, les droits humains, le respect des droits humains, des droits fondamentaux, l'interdiction de transfert des populations dans les zones occupées et l'obligation de la part d'Israël comme force occupante de protéger la population locale. Ce qu'Israël ne fait pas du tout parce qu'il y a des attaques de l'armée israélienne, mais aussi des colons terroristes qui attaquent les communes palestiniennes. Et tout ça, c'est des populations qui normalement devraient être protégées par la force occupante, donc l'État d'Israël. Ça, c'est une chose. Et puis, les violations des droits humains actuellement dans la bande de Gaza, c'est quand même autre chose encore. C'est vraiment un génocide, comme vient de constater aussi Amnesty International. Et le rapporteur de l'ONU, Francesca Albanese également. Là, nous sommes devant des violations des droits humains des pires qu'on a vus depuis des décennies. Et depuis le 21e siècle, en tout cas, c'est quand même extraordinaire qu'on peut encore protéger Israël, encore soutenir Israël, vu ce qui se passe. D'accord. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et j'aimerais bien vous demander pourquoi en 2024, on ne peut pas défendre la Palestine sans être accusé d'antisémitisme. La raison pour laquelle c'est très difficile de défendre la Palestine ou les droits des Palestiniens Mhm. et en 2024 sans être accusé forcément, automatiquement, être taxé d'antisémite, c'est parce que le camp en face, le lobby sioniste, l'État d'Israël même et ses proxys aux États-Unis et en Europe, le lobby pro-israélien qui protège cet État et ce régime, il utilise. Il utilise d'une manière stratégique la lutte contre l'antisémitisme et pour faire taire le débat et pour faire peur à toute personne qui ose critiquer Israël ou défendre les droits des Palestiniens. Donc il ne faut pas beaucoup aujourd'hui pour être accusé d'antisémitisme. Et nous avons vu maintenant presque tous les dirigeants de l'ONU qui osent s'exprimer sur la question et parler de ce qu'est la situation à Gaza, ils sont taxés automatiquement d'antisémitisme, mais c'est égal à quel point ils sont rigoureux et puis vraiment ils parlent juste des faits, ce qui se passe, la réalité. Même aujourd'hui, les Israéliens qui sont accusés d'être antisémites par les Allemands, ce qui est quand même assez absurde. Mais aujourd'hui, c'est la stratégie d'État d'Israël, c'est la seule manière qu'Israël a trouvée pour se défendre publiquement dans la scène internationale, la diplomatie publique, les relations publiques, etc. Vu ce qui se passe à Gaza notamment, mais aussi en Cisjordanie, et ce qu'Israël arrive à faire, c'est faire peur. Faire peur, étouffer le débat, et c'est comme ça, il utilise l'antisémitisme et la lutte contre l'antisémitisme, qui est un type de racisme très ancien, qui a fait énormément de dégâts depuis des décennies et quelques centaines d'années, qui a vraiment d'origine médiévale, qui a des formations différentes, et puis qui a fait... On a vu son apogée avec la Deuxième Guerre mondiale en Europe, avec Mhm. les crimes nazis, l'Holocauste, le génocide des peuples juifs. Et puis aujourd'hui, l'État d'Israël utilise cette mémoire de la Shoah, la mémoire de l'Holocauste, et la lutte contre le racisme contre les Juifs, pour défendre le régime. C'est assez cynique, c'est triste, c'est très politisé, c'est instrumentalisé, et c'est quand même, ça devient maintenant assez absurde. Les gens commencent à vraiment perdre même la référence du mot antisémitisme, ça devient presque automatique
En fait, c'est juste une étiquette qui ne veut rien dire, c'est juste parce qu'on a critiqué Israël, c'est tout. Donc c'est très dangereux, je trouve, cet usage, ça fait beaucoup de dégâts à la lutte antiraciste. Voilà. Ouais. Est-ce que y a pas aussi un problème à un moment dans l'accusation d'antisémitisme de confondre l'État d'Israël et le peuple juif, enfin ce qu'on appelle le peuple juif ou même les personnes qui sont de religion judaïque. Oui, la religion judaïque, la culture juive, d'origine juive. Oui, il y a plein d'individus, des personnes qui se reconnaissent comme juifs ou qui ont d'origine juive. Il faut effectivement, c'est toute la question, et ne pas les confondre avec ce régime d'apartheid en Palestine. Donc Mhm. ça c'est précis. Il y a un régime sioniste en Palestine qui s'est installé avec son histoire, etc., et sa réalité actuelle. Et ça, c'est quelque chose, voilà, qui relève de la politique, voilà, la politique coloniale britannique, française de l'époque, et aujourd'hui encore colonialisme, la dernière colonie européenne du 19e siècle, et encore aujourd'hui en Palestine, en 2024. Ça, c'est une chose. Il ne faut pas confondre ce phénomène-là et cette réalité-là avec le judaïsme. Et ce que vous dites, les gens d'origine juive qui sont partout dans le monde entier, d'ailleurs, et beaucoup en France aussi, Mhm. bah, il faut pas se confondre avec cet État et ce régime. Mais malgré la tentative de la part de cet État de parler au nom des Juifs et déclarer que ce régime-là, c'est le foyer des Juifs, et la patrie qui appartient à tous les Juifs, etc. Donc il parle en notre nom Mhm. et il revendique représenter tous les Juifs du monde entier. Et puis c'est un piège, qu'il faut pas y tomber. D'accord. Il faut Euh, bien séparer. Il faut bien séparer entre cet État d'Israël et le régime d'Israël, les institutions israéliennes, etc. mhm. Et ce qu'on appelle les Juifs en général, avec toute cette diversité et toute cette richesse culturelle, religieuse, éthique, philosophique, historique, etc. Ouais, parce que moi je me posais cette question-là aussi, parce qu'en France, on voit que par exemple les gens de la NUPES qui condamnent la guerre en Palestine sont traités d'antisémites, mais ils sont plus facilement traités d'antisémites par les gens de l'extrême droite, par exemple, que même par des juifs eux-mêmes en fait. Et donc du coup, est-ce que cette accusation d'antisémitisme, c'est une façon c'est pas une façon aussi de reléguer un peu de faire croire que ces gens sont relégués, ceux qui critiquent la politique israélienne sont relégués aux poubelles de l'histoire. Oui, c'est une sorte de délégitimer l'autre. Mhm. C'est une manière de délégitimer, marginaliser l'autre, ne pas écouter ce qu'il dit. À partir du moment où on accuse quelqu'un, on essaye de coller l'étiquette antisémite sur une personne, donc c'est tout de suite le reléguer effectivement dans le côté illégitime. Oui, oui. Parce qu'effectivement, si quelqu'un est raciste, si tout ce qu'il dit contre Israël à ce moment-là est en fait basé sur une haine profonde des Juifs, c'est ça un peu l'accusation. En fait, l'antisémitisme se cache derrière le discours sur les droits humains, le discours sur la Palestine, etc. En fait, derrière, il se cache en fait une ancienne haine médiévale des Juifs. Mhm. Mais à ce moment-là, on ne peut pas écouter la personne parce il faut pas l'écouter, il est illégitime. Donc c'est juste une manière de mettre cette étiquette un peu partout. Mais après, je pense que il y a un moment, il faut voir pourquoi cette accusation vient, à qui il sert. Et c'est assez marrant de constater aujourd'hui qu'en fait, c'est l'extrême droite qui accuse la Mhm. gauche d'être antisémite. Les musulmans ou les arabes, ils sont accusés d'être antisémites. Et Mhm. alors que l'extrême droite, le vieux antisémitisme vrai, réel, d'origine,
est maintenant blanchi. En fait, c'est eux, ils participent même dans la marche contre l'antisémitisme, mais ils sont les champions partout en Europe aujourd'hui, l'extrême droite antisémite comme Viktor Orban en Hongrie ou Oui, oui. l'AfD, le parti d'extrême droite en Allemagne. Ils revendiquent la lutte contre l'antisémitisme, c'est assez marrant. On voit à quel point le mot antisémitisme ne vaut rien dire aujourd'hui. Mhm. Tellement c'est manipulé, tellement c'est politisé, et chacun utilise ça à ses propres objectifs. Et l'extrême droite utilise ça pour se blanchir et attaquer l'adversaire politique qui est la gauche. Ouais, ouais. Est-ce que l'accusation d'antisémitisme fonctionne aussi bien parce qu'elle joue sur notre sentiment de culpabilité en tant que peuple les Allemands pour avoir provoqué la Shoah et puis même les Français pour y avoir participé. Est-ce que ça fonctionne bien justement à cause de ce sentiment de culpabilité ou pas? Oui, bien sûr, ça marche à cause de ça, et puis ça marche dans le pays où il y avait plus de collaborations et des crimes contre les Juifs. Mhm. Donc ça marche très très bien en Allemagne, on les tape tout de suite, c'était direct parce qu'ils ont vraiment tellement honte, et comme vous dites, la sensibilité, le sentiment de culpabilité est très fort, très présent dans la société allemande, même si même là on voit des différences de génération quand même. Il y a Mhm. des jeunes qui sont moins culpabilisés ou moins, voilà, et ils sont plus libres à penser pour eux-mêmes sur les crimes de l'histoire, pas par juste des sentiments de honte et de responsabilité. Mais on voit aussi que cette accusation marche très bien dans d'autres pays où il y avait beaucoup de collaborations, Mhm. comme la France, qui a beaucoup collaboré avec le régime nazi, Ah ouais. qui n'a jamais vraiment travaillé son histoire des collaborateurs, ils ont plutôt parlé de la résistance, Mhm. etc. Mais en fait, la réalité était que la population française était plutôt a plutôt coopéré avec l'occupant nazi, notamment pour leur donner des juifs. Normalement, ça se faisait facilement. Oui, oui. Il n'y avait pas beaucoup de résistance. Et puis aussi en Pays-Bas, par exemple. Pays-Bas, Mhm. en Autriche. Par Par- contre, l'accusation d'antisémitisme marche beaucoup moins en Irlande, au Royaume-Uni, ça marche beaucoup moins. Et aussi en Espagne. Mhm. Parce qu'il y avait justement pas beaucoup de, de crimes contre les juifs ou de coopération avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, oui. Donc on voit le point de l'histoire, et cette question ne marche pas du tout en Amérique latine, dans le sud Mhm. dans le, dans le sud de notre monde, et ça ne marche pas. Donc il n'y a pas de problème de parler pour la Palestine, il y a une liberté d'expression sur la Palestine, il n'y a pas cette peur, parce qu'en fait cette étiquette colle pas du tout. Ah ouais. Bah, vous parliez tout à Et l'heure de la Pologne, enfin de Orban qui accuse tout le monde d'antisémitisme. Mais la Pologne, c'était quand même le plus gros camp de concentration. Il était là-bas, quoi. ouais, l'Hongrie, je ne sais pas, l'Hongrie, je pense que il a participé aussi, mais il y a aujourd'hui une nouvelle génération qui revendique soutenir Israël, Mhm. et il accuse tout le monde d'être antisémite. Mais en fait, il faut voir aussi l'histoire, parce qu'à la base, le mouvement sioniste, dès le départ, dès le début du XXe siècle, avec la déclaration Balfour de 1917, le Mhm. mouvement sioniste a toujours été en très bon lien avec les antisémites. Ça a arrangé tout le monde. Et le gouvernement britannique, au départ, avec la déclaration Balfour de 1917, c'était aussi une politique antisémite qui était mise en place de finalement renvoyer les Juifs du Royaume-Uni vers la Palestine, vers le Moyen-Orient, Mhm. qu'ils quittent le territoire. Et pareil dans d'autres régions en Europe, quand les Juifs ont dit on va partir, bah, partez, il n'y a pas de souci. Donc le mouvement sioniste de départ, c'était résoudre la question juive de l'époque par le départ des Juifs, ce qui Mhm. était plutôt antisémite comme idée. Et cette idée aussi que les Juifs, en fait, chez nous, ils ont un autre pays. Et ils ne sont pas vraiment citoyens français, ils ne sont pas vraiment citoyens britanniques. En fait, ils ont une double loyauté vers un autre, dans ce cas, pour que les agents d'intérieur, d'ingé intérieur, ça,
l'idée sioniste est venue vraiment affaiblir l'idée de l'égalité des droits et l'assimilation, que les juifs pourraient être citoyens comme n'importe qui. Et donc c'est vraiment, on revient à cette histoire-là, et je pense qu'on le voit de nouveau avec le soutien à l'État d'Israël, y compris soutien à tous ces crimes de guerre commis par l'État d'Israël. Ça quand même, ça revient à certaines idées antisémites, de traiter les juifs différemment, que le racisme contre les juifs est différent d'autres racismes que nous avons en Europe. Mhm. Et traiter Israël aussi d'une différente manière de traiter d'autres États. Donc c'est quand même, c'est toujours assez antisémite et raciste comme fondement. D'accord. Et j'avais justement cette question-là. Antisémitisme et racisme, c'est quoi les différences? C'est quoi les points communs? Bah, en fait, l'antisémitisme, c'est juste une forme de racisme. C'est le racisme contre le juif. Mhm. C'est le racisme anti-juif. Nous avons un racisme anti-arabe, nous avons un racisme anti-musulman, anti-noir, bien sûr, qui a d'origine aussi beaucoup d'histoire aux États-Unis, Mhm. avec l'esclavage, etc. Et ici en Europe, on a le racisme contre tout le peuple colonisé. Oui, oui. Mais ce qui permet la colonisation, la déshumanisation de l'autre, ça c'est vraiment le racisme. Et voir un autre groupe racial, aujourd'hui on parle aussi des groupes ethniques ou nationaux, comme Mhm. inférieurs. Et l'antisémitisme, c'est juste ce racisme-là contre les juifs. Donc c'est un racisme anti-juif. D'accord. Donc, Donc, ouais. donc on peut peut-être dire qu'il faut faire attention parce que l'antisémitisme, c'est un racisme comme les autres formes de racisme, en fait. Absolument, ça fait partie de différents racismes que nous avons en Europe. On a un Mhm. racisme contre les Roms, comme je dis. Donc, il faut pas effectivement traiter d'une manière différente ce racisme-là et, et faire bien attention quand on parle des différents groupes. Il faut pas être raciste, il faut pas imaginer qu'un groupe est homogène, etc. Ok. Bon, après, moi, le problème qui se pose, et c'est un des trucs que j'ai exposé dans ma chronique, c'est que Mhm. nous, moi, en tant que Français, j'ai été baptisé. Après, bon, j'ai fait acte d'apostasie, mais en tant que Français de culture catholique, je suis moins audible en portant ces discours-là que vous qui venez d'Israël et qui, je suppose, vous êtes juif. Oui. Et du coup, quels sont les conseils que vous pouvez me donner à moi et puis mes concitoyens pour se défendre contre cette accusation d'antisémitisme? Oui. Bah, les conseils que je pourrais donner, déjà comprendre d'où ça vient, et le fait que c'est en fait juste une stratégie de faire peur, une stratégie de criminaliser un mouvement, de délégitimer un discours. Donc c'est déjà comprendre d'où ça vient et c'est automatique. Donc il y aura pas, même si vous faites beaucoup attention à tout ce que vous dites, Mhm. comme ils disent que c'est antisémitisme, c'est cache derrière, ce qu'ils appellent c'est le nouveau antisémitisme, donc c'est un antisémitisme moderne, il se cache derrière un discours pour la Palestine, un discours pour les droits des Palestiniens. Donc à partir de ce moment-là, on comprend que l'accusation sera automatique et normalement ils accusent sans prouver. Mhm. Donc déjà le fait que vous êtes pro-palestinien et pour le droit des Palestiniens, pour cette accusation-là, pour cette manipulation, c'est ça suffisant. Mhm. C'est suffisant parce qu'en fait, comme c'est caché derrière, on ne peut pas vraiment le prouver. Donc, il ne faut pas chercher des discours vraiment antisémites que vous prononcez, mais c'est juste accusation sans aucun fondement. Donc, une manière, c'est de dire, il faut prouver. Si vous accusez des choses si terribles, l'accusation quand même grave d'être antisémite en France, quand même, c'est une connotation très grave, il faut le prouver. Mhm. On ne peut pas accuser des gens comme ça et sans preuve. Ça, c'est une chose. Mais il ne faut pas avoir des preuves parce qu'en fait, vous tenez juste un discours politique complètement légitime sur la Palestine. Autre chose à quand même retenir et faire attention, et justement ne pas utiliser les bons termes et pas se confondre
pas confondre les Juifs et l'État d'Israël. Moi aussi, même en tant qu'Israélien, même en tant que Juif, je fais bien attention. Il faut parler, être clair. Nous parlons de ce que fait l'État d'Israël, l'armée israélienne en Palestine. Donc, il y a un régime colonial en Palestine, le régime sioniste. On parle de ce régime-là. Moi, je ne parle pas des Juifs ou ce que font les Juifs. C'est pas ça. C'est pas ça la question, parce qu'il y a beaucoup de Juifs qui participent pas du tout. Même en Israël même, il y a beaucoup de Juifs qui participent pas dans l'armée. Il y a des Juifs qui sont opposés. Il y a des Juifs que. Il y a vraiment de différentes opinions, différentes actions. Chacun est responsable de ses actions. Et moi, je trouve il faut être clair et précis. Quand on parle de la Palestine, nous parlons des crimes commis par l'État d'Israël, par l'armée israélienne, par les colons israéliens, etc. Et on ne parle pas des crimes commis par... il ne faut pas se confondre ça avec les Juifs en général et les peuples juifs encore moins. Parce que les peuples juifs, comme je dis avant, on a une histoire, une éthique, une religion, une culture ancienne. Il ne faut pas salir tout ça et confondre ça avec un régime d'apartheid installé en Palestine au XXe siècle. D'accord. Justement, vous nous parlez vraiment du régime politique d'apartheid en Israël. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Quels sont en Palestine, oui. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Quels sont les fondements de ce régime d'apartheid? Les fondements idéologiques, les fondements politiques? Bon, le fondement, c'est le sionisme, donc le courant idéologique, le courant politique idéologique sioniste, qui a été créé en Europe fin 19e siècle par Theodor Herzl parmi d'autres, et qui a fondé le congrès sioniste mondial à Bâle en 1897. Donc ce courant politique avait pour but de créer ce ils ont appelé un foyer national juif, et assez vite c'était clair que c'était un État-nation juif. Et assez vite aussi ils ont concrétisé le projet sur la Palestine. Donc c'était clair dès le départ, et c'était clair pour tout le monde, que ça sera pour remplacer la population locale arabe, parce que le pays arabe, la Palestine, c'est un pays arabe qui était peuplé de la population autochtone palestinienne. Donc le sionisme, il y avait un aspect qui était d'émancipation nationale, créer un mouvement national comme d'autres mouvements nationaux à cette époque, fin 19e siècle, avec la chute de différents empires, l'Empire ottoman notamment, et l'Empire austro-hongrois, etc. On a vu à ce moment beaucoup de créations de nouveaux États et de nouveaux peuples, de nouvelles nations qui étaient créées. Mais ce qui est rajouté au sionisme, c'est l'aspect colonial, qui est primordial, qui prend quand même beaucoup d'ampleur. Et le projet devient vraiment un projet colonial avec l'Empire britannique, avec le soutien très actif de l'Empire britannique qui a gouverné la Palestine de 1922 par la Ligue des Nations et ensuite par les Nations Unies en 1945, jusqu'à la création de l'État d'Israël en 1948, où les Britanniques sont partis et le régime s'est transformé en État. Ouais, si vous voulez, cet État est basé sur le sionisme, donc c'est un État sioniste, il est basé sur l'idéologie sioniste, donc il faut avoir une majorité juive. Et puis la première action, le premier crime de colonisation grave, c'était le nettoyage ethnique de la Palestine avec la guerre de 1947-1948, où à peu près 700 000 Palestiniens ont perdu leur foyer, leur village, leur ville, et ils sont partis comme réfugiés. Et ça, c'est le début de l'État d'Israël est basé sur ces nettoyages ethniques-là, et le déni de droit de retour. En 48, les Nations Unies déclarent la résolution 194 le droit au retour des Palestiniens, le droit que Israël n'a jamais accepté, parce que c'est contre l'idéologie sioniste. Le sionisme et l'État sioniste est basé pas sur l'égalité des droits, mais plutôt sur une suprématie juive. Donc un État dirigé par les Juifs, un État avec majorité juive, avec un gouvernement uniquement
aux majorités juives. Donc c'est complètement contradictoire à notre idéal démocratique d'égalité des droits, l'égalité entre citoyens, même le droit de vote, comme j'ai dit, depuis presque 60 ans, ils ne donnent pas le droit de vote aux Palestiniens qui sont de facto annexés en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est. Malgré l'annexion, ils n'ont pas donné de citoyenneté. Ils n'ont pas donné le droit de vote, même s'ils sont sous occupation militaire. Mais tout ça, ça revient au sionisme. L'idée sioniste, à la base, c'est le fondement, l'ADN de ces régimes. Et c'est le fondement politique, idéologique. Et la loyauté au régime, c'est lié aux croyances, voilà, à une appartenance à l'idéologie sioniste. D'accord. Mais donc fondamentalement, la différence entre l'agression en Palestine et l'agression contre le Liban, c'est que la Palestine c'est considéré comme, comme appartenant aux Juifs, pas aux Juifs, aux sionistes, du coup. Pas forcément. Je pense que ça dépend comment on voit la chose. Parce qu'en fait, nous parlons d'une colonisation, d'un projet colonial. Et même au début, ils ont commencé par une partie de la Palestine, et pas toute la Palestine historique. Oui. Et en 1948, ils ont créé l'État avec des frontières reconnues après par les Nations Unies, etc. Mais c'était pas les frontières actuelles. Donc il y avait une expansion en 1967. Là, on voit une expansion de nouveau vers Gaza. Et une certaine, ils ont pris en 67 aussi une partie de la Syrie, le Golan, qui est ensuite annexé. Donc ils ont pris le Sinaï, le désert du Sinaï, ils ont installé des colonies également, colonies israéliennes dans le nord de Sinaï, puis ils ont enlevé ces colonies en 82. Donc il y a des mouvements dans ce projet colonial. Il y a d'aller en avant, il y a des fuites en avant, il y a des moments où ça élargit, les frontières avancent, donc ils prennent le territoire. Là, ils pensent prendre peut-être une partie de la Syrie, ils prennent peut-être une partie du Liban. Il y a des moments comme ça, il y a d'autres moments où stratégiquement, voilà, contre autre chose, ils redéfinissent les frontières. On a vu ça en Sinaï, avec le retrait du Sinaï, une certaine des colonisations à Gaza en 2005, ils ont enlevé quelques colonies pour mieux se défendre en Cisjordanie, des choses comme ça. Mais en gros, sur le principe, il n'y a pas de vraiment frontières. Pourquoi s'arrêter là et pas continuer? Même le ministre Bezalel Smotrich, pour lui, Israël, ça peut s'étendre beaucoup plus. D'accord. Donc il y a pour les fondamentalistes, les juifs religieux, le sionisme religieux, qui sont sionistes mais aussi religieux, donc ils ont vraiment un fondement fondamentaliste dans leur politique coloniale nationaliste. Pour eux, les frontières, c'est plutôt la promesse à Abraham, c'est la Bible. Dans le texte de la Bible, la Palestine, c'est une partie du royaume juif, mais ça, c'était encore plus, même jusqu'à l'Irak, jusqu'au Liban, etc. Donc, sur cet aspect-là colonial, ce projet peut encore s'étendre au-delà de la Palestine historique. Par exemple, la partie est de la rivière Jourdain, ce qui est aujourd'hui le royaume de la Jordanie, il y a une partie révisionniste de l'époque qui était encore assez mobilisée en Israël, qui pensait que même le côté est de la Jordanie pourrait appartenir à Israël. Donc il n'y a pas vraiment de... Si à la base, le droit international, on s'en fout. On n'utilise que la force, et que notre propre décision politique est par la force, il n'y a pas raison pourquoi on ne va pas annexer aussi ou coloniser d'autres parties. D'accord. Ok.
Voilà, je me pose encore une autre question. Est-ce que le fait de systématiquement accuser les gens d'antisémitisme, ça affaiblit pas justement la dénonciation de l'antisémitisme? Je m'explique un peu, c'est-à-dire que déclarer tout le monde antisémite à tour de bras, est-ce que c'est pas un peu renforcer ou camoufler les vrais antisémites, ceux qui sont brutalement et violemment contre tous les juifs en fait? Oui, absolument. Moi, ça affaiblit la lutte, la vraie lutte contre le racisme de tout sort, et Mhm, aussi le racisme anti-juif. Ça affaiblit, aussi, ça montre l'hypocrisie et le double langage tenu par les institutions et par le gouvernement quand ils parlent de la lutte contre le racisme. Donc il semble qu'il y a des groupes qui sont traités différemment. Et donc ça crée vraiment de la frustration et, et une certaine opposition à ces politiques imposées par le gouvernement. Ils protègent, soi-disant, protègent les juifs contre d'autres communautés. Donc c'est vraiment utiliser le racisme anti-juif mhm, pour mettre les juifs déjà les uns contre les communautés juives et musulmanes ou arabes déjà en France les unes contre les autres. C'est une pratique coloniale très ancienne qui est pratiquée en France depuis toujours. mhm. Diviser ces groupes, tous les deux considérés comme non français, les juifs et les musulmans ou les arabes issus de l'immigration, et les mettre les unes contre les autres. Et pour mieux régner, pour mieux gouverner, etc. Et ça montre le racisme anti-juif déjà, cette frustration, cette manière de venir et protéger, soi-disant, avec les forces de l'État, avec la police, avec le pouvoir étatique, protéger un groupe racial, un groupe de juifs, comme ils ont fait en Algérie. Ils donnaient les privilèges à une partie de la population et qui est devenue une partie du projet colonial français. Mhm. Et nous avons le même dynamique actuellement en France et en Europe avec cette espèce de protection étatique, mais pas basée sur la justice, c'est basé sur la force. Mhm. Et ça protège pas les gens. Moi, je me sens pas protégé par, par cette politique Ouais. coloniale ou post-coloniale. Moi, je le sens protégé quand je suis avec les Palestiniens et avec les Arabes du quartier, avec les musulmans. Mhm. Et on est des frères. On est des frères, on partage les mêmes valeurs et on est contre l'injustice. Nous sommes ensemble. Il n'y a pas de souci entre nous. Donc, je pense que la politique actuelle est vraiment raciste, en fait. Contre tout. C'est pas uniquement contre les juifs. C'est très raciste contre les Arabes et les musulmans. Mhm. Et c'est très dangereux et ça fait partie du racisme anti-arabe, anti-musulman. Mais ce qui est vraiment inquiétant, je trouve, c'est la violation des droits fondamentaux en Europe, notamment le droit d'expression. La liberté d'expression est complètement bafouée par plusieurs États européens. La liberté d'assemblée, la liberté de parole est Mhm. bafouée au nom de cette lutte soi-disant contre l'antisémitisme. En fait, les libertés fondamentales, c'est très très grave qu'elle est bafouée. Je trouve il n'y a pas de raison pourquoi on a nos libertés de s'exprimer librement sur la Palestine et soit bafouées comme ça. Il n'y a aucune justification, c'est disproportionnel, c'est pas du tout légitime, mais pourtant ça marche. Donc nous avons vraiment une propagande en face, une machine de propagande en face qui martèle matin et soir ce truc antisémitisme et ils arrivent à vraiment faire peur, faire taire et c'est très grave je trouve. Mhm. Ouais. J'ai une dernière question parce que enfin, je me base sur une citation de Frantz Fanon quand il parlait aux combattants algériens pendant la guerre d'Algérie. Mhm. Frantz Fanon, c'était je ne sais pas si vous connaissez, c'était un Oui, bien psychiatre sûr. noir, un psychiatre des Caraïbes, enfin je sais plus si c'était Martinique ou Guadeloupe, Oui, oui. qui disait aux combattants algériens, quand il se demandait pourquoi on ne parlait que d'antisémitisme, et il a répondu, quand il parle des juifs,
tendez l'oreille, ils parlent de vous. Est-ce que Mm. justement on ne se retrouve pas dans cette situation-là où effectivement une forme de racisme en cache un autre qui va venir derrière à partir du moment où on en aura fini avec les premiers quoi. Oui, peut-être. Moi, ce que je vois que nous, quand on est comme, comme juifs qui sont mobilisés pour la Palestine, Mhm, comme moi-même et comme d'autres à France, on a le groupe Tzedek, collectif juif décolonial. Nous avons aussi l'UGFP, donc l'Union juive française pour la paix. Nous avons d'autres organisations au niveau européen, le réseau juif européen et pour la Palestine. mhm. Nous voyons que les institutions, le gouvernement nous ignorent et nous menacent des sanctions. Le groupe allemand, juif allemand pour la Palestine, a vu son compte bancaire fermé. Les militants dans les manifestations sont arrêtés. Donc, c'est pas vraiment c'est pas contre les racismes anti-juifs. Mhm. C'est en fait, c'est pour protéger les sionistes. Donc D'accord. là, il faut bien faire attention quand ils parlent de l'antisémitisme. Mais en fait, tous les exemples et tout ce qu'ils font, c'est la lutte contre l'antisionisme dont il Mhm. s'agit. Parce que nous, quand juifs qui ne sont pas sionistes, nous sommes aussi menacés, nous sommes aussi sanctionnés, nous sommes aussi presque taxés d'être antisémites. Parce qu'en fait, c'est de l'antisionisme dont ils parlent. Ouais, Donc ouais. ils mélangent l'antisémitisme qui est vraiment la haine des juifs, le racisme des juifs, mais ils ont transformé le mot, ils ont transformé le sens de ce terme. Aujourd'hui, c'est utilisé pour faire taire et écraser l'opposition au sionisme. Ça ressemble à, enfin, c'est une vraie forme de totalitarisme parce que les totalitaristes, ils cherchent à purifier entre guillemets leur propre population, leur propre rang avant d'essayer de s'étendre un peu partout dans le monde. Donc ça ressemble vraiment à des mouvements de totalitarisme. On élimine l'ennemi de l'intérieur avant de s'attaquer au reste du monde, quoi. Oui, bon, je ne sais pas, je ne veux pas peut-être assez loin, mais on a maintenant des régimes en Europe, des gouvernements qui utilisent des lois assez autoritaires. Mhm. Là, on a une résolution au Bundestag allemand. Et vraiment, tu lis le texte, c'est affreux, c'est vraiment autoritaire, c'est pour contrôler la parole, contrôler les expressions, contrôler les étudiants aux écoles et aux universités, là où il y a l'opposition au sionisme les plus dynamiques, Mhm. contrôler les groupes, même au niveau culturel. Maintenant, il y a une politique culturelle de censure et suite d'autocensure par les artistes, ne pas parler des sionismes, toujours soutenir Israël. On ne peut pas parler de la Palestine, c'est trop. Mais vraiment, il Ouais. y a une menace et puis un sentiment de peur dans la population. On ne veut pas parler. Les gens parlent seulement informellement. Il y a une différence entre ce qu'on dit informellement et les discours publics. Les gens ne veulent pas s'exprimer au public sur la question. Il y a une vraie ambiance de peur de parler, quoi. La liberté d'expression. Et ça, c'est très grave, je trouve. C'est vraiment très mauvais pour une bonne démocratie. Ouais, ouais. Justement, le valeur démocratique, c'est la liberté d'expression, les échanges des idées, les échanges des actualités, des nouvelles, sans entrave et sans contrôle par le gouvernement, à part vraiment le nécessaire. Si c'est absolument nécessaire, bien sûr, les autorités ont le droit de limiter nos libertés, mais pas comme ça, et pas d'une manière automatique. Et quand on a vu la dernière fois en Europe que les manifestations sont interdites, il faut Mhm. être vraiment, c'est grave, interdire une manifestation d'une manière automatique, d'une manière comme ça euh, totale, et c'est pas du tout légal. Donc il y a des vraies questions par rapport au gouvernement et leur pouvoir. Il faut voir la Palestine, comment ça s'inscrit effectivement, comme vous dites, le virage ou la dérive vers l'extrême droite et en Europe, quand la droite devient extrême droite, quand la gauche devient le centre et tout ça. Ouais, Et nous ouais. voyons que la Palestine, c'est un peu un laboratoire de voir à quel moment
la population se révolte, mais surtout les étudiants, le voyant comment les universités essayent de faire peur, écraser l'opposition au sionisme, l'opposition en Israël, à l'État d'Israël, et interdire des salles, interdire des films, des projections des films, des choses comme ça. Mais on est où? C'est très grave, je trouve. Oui, oui. Et ça passe parce que les gens ont peur, parce que les étudiants, c'est facile de les faire peur, peut-être. Ils sont menacés de sanctions disciplinaires, etc. Oui, Les gens qui sont un peu, voilà. Et puis les étudiants à l'université sont de plus en plus précaires aussi, donc du coup c'est facile Oui, et de puis mettre la dans pression le sur eux. CV ou sur Internet, on va trouver que vous êtes militant pro-palestinien. Mhm. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez encore un petit mot pour conclure cet entretien? Pour conclure cet entretien, je voudrais dire que je pense qu'il y a quand même une dynamique, comme vous avez aussi évoqué à vos mots d'introduction. Mhm. Il y a une dynamique de révolte et d'opposition qu'on n'arrive pas à étouffer, écraser. Les gens voient ce qui se passe, les gens sont quand même outragés et vu les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité et le régime d'apartheid qui a vraiment maintenant des excès complètement fous. Et il y a un moment où ça passe pas, ça ne passe plus. Dire Israël une démocratie, ça devient vraiment une blague. Et puis Mhm. Israël, un État comme les autres, non. C'est un régime qui commet des crimes et des crimes contre l'humanité qui sont juste inacceptables. Et là, il y a quand même la Cour internationale de justice qui a donné ses avis et ses ordres, ce qu'il faut faire au niveau des droits internationaux. Israël ne le respectait pas. Mhm. Là, nous avons aussi la Cour pénale internationale qui a quand même issu des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, Mhm. et contre le ministre de la Défense. Donc nous avons quand même des outils juridiques qui n'étaient pas là avant. Ah Donc nous ouais. avons, je pense, quand même un changement de cap. Et le fait que c'est quand même le cours de la Haye qui s'est bien prononcé très clairement. Mhm. Là, c'est notre, comme je dis, c'est notre boussole, le droit international. Il faut, il faut être clair et suivre et demander l'application de ces ordres et l'application de ces mandats d'arrêt et ne pas lâcher. Et tous ces brouillards qui essaient de nous accuser d'antisémitisme ou je sais pas quoi, Mhm. ça fait partie de la lutte et ça restera. Et ça même, ça va intensifier. Faut pas être dans l'illusion, parce que la machine en face, la machine de propagande, elle va continuer son travail, Ouais, et ouais. nous continuer le nôtre. D'accord. Bien, je vous remercie. Merci Eric pour cet entretien. Voilà.